TVN, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième émission. On parle e-sport et je suis bien entendu accompagnée de Doyle. Bonjour Doyle. Bonjour Kitty, bonsoir à tous. Très content de se retrouver pour cette émission pour l'Open Tour qui recommence bien sûr ce week-end et on va avoir énormément de choses à dire. En effet, on a énormément de choses à dire. Donc, comme vous le savez, la première étape a eu lieu le mois passé et ce week-end-ci, on aura l'occasion d'assister à la deuxième étape. Est-ce que tu peux nous faire part du sommaire de l'émission, Doyle, pour ce soir? Bien sûr. Alors en première partie, on partira d'un nombre qu'on vous donnera juste après pour débattre notamment du format et des participants, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes à ce moment de participation et beaucoup de recalés. Ensuite, on fera un petit top et flop de l'étape 1 pour vraiment remettre dans le contexte, les résultats de la première étape qui ont été certains surprenants, d'autres attendus et bien sûr, on finira avec, l'attente sur l'étape 2 parce que c'est très compliqué de parler des poules, sachant que les poules, jusqu'au vendredi soir, on n'est même pas sûr que ce soit on va dire les réels donc on parlera déjà de manière générale sur ce qu'on attend sur l'étape 2. En effet, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, on va être accompagné d'invités de qualité. Est-ce que je peux te laisser les présenter avec plaisir? Bien sûr, ils vont s'afficher à vos yeux ébahis. Ils sont au nombre de 4 sur cette deuxième émission. En premier, vous voyez tout à gauche, c'est un peu les nouveaux aussi de l'Open Tour. Il s'agit de leur coach Red de Prankster Esports. Salut à toi. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça fait très plaisir d'être ici et d'avoir pensé à nous surtout. Avec grand plaisir. Et à ta droite, je pense qu'on a quelqu'un d'expérience sur le tournoi. C'est le président de la structure qui a vaincu cette première étape, Team WeForge. Salut bien sûr de Poulpe. Salut à toi. Salut et merci du coup à ETVN pour l'invitation. Ça va être très Mm. cool. Avec plaisir. Avec plaisir bien sûr. Juste en plus à sa droite, vous le voyez, il a été joueur l'année dernière chez les Newcomers. Il se retrouve coach chez Nuxeria eSport. Il s'agit bien sûr de Naylen. Salut à toi. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir et bien sûr, en dernier, vous voyez le manager de la team MS Compagnie, forte de la première étape avec un très bon résultat. Il s'agit bien sûr de Sagittarius. Et bonsoir tout le monde, content d'être ici, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, avec tout ce beau monde, on va pouvoir parler d'énormément de choses, Kitty, et ça va être vraiment très très croustillant. En effet, oui, mais du coup, comme tu l'as dit en sommaire, on va commencer l'émission par parler d'un nombre qui est de 110. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, alors 110, c'est le nombre de demandes environ, bien sûr, à quelques équipes près, de demandes de participation à la première étape. Il faut savoir que, donc, pour ceux qui connaissent le format, c'est 8 poules de 6 équipes. Les premières de chaque poule sont en play-off pour le dimanche, ce qui donne une petite poignée d'élus pour une grosse poignée de déceptions. On pense notamment aux absents de première étape. Pour ne citer que, on peut citer les Amazing, les Vos, LDV Sport, Team Phoenix, Pichot Esport aussi, donc des noms qui sont vraiment connus du tournoi qui n'avait pas été retenu pour la première étape. Ça avait quand même fait pas mal parler, notamment sur Twitter et autres réseaux sociaux bien sûr. Et du coup, ça annonce vraiment qu'il y a énormément de demandes pour cet Open Tour. Et du coup, je vais vous poser une question. Messieurs, déjà, premièrement, de tous les quatre, est-ce que ça vous surprend déjà un chiffre comme ça? Peut-être pour les, on va dire ceux qui connaissent plus le tournoi, peut-être Poulpe et Sagi en premier, peut-être? Je peux prendre la parole si tu veux, Poulpe. Vas-y, Avec vas-y, plaisir. Saji. En fait, de mon côté, je trouve que ce format de 48 équipes avec sélection à l'élo nous a permis, par exemple, à la première étape, d'avoir un niveau assez sensationnel, une compétition très intéressante. Par contre, je pense qu'on peut tous se mettre à la place des équipes qui travaillent depuis novembre et qui sont retrouvées à la porte des équipes. On peut comprendre la frustration. Mais c'est un peu bizarre de dire ça maintenant parce que forcément il y a tout le débat qui a commencé sur Servalo Lopato, mais je trouve que cette idée-là est intéressante, mais qu'il faut réussir à trouver un juste milieu parce que le Lalopanto a toujours voulu être ouverte à la plupart des équipes à condition de remplir les conditions d'être diamant, les histoires des Français, des Inter et tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut trouver un juste milieu aujourd'hui entre le côté compétitif, le niveau et l'idée d'accéder au Lalopanto. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plutôt bien apprécié le fait que la première étape, il y a eu un niveau assez sensationnel et c'est grâce du coup à ce système d'élo en fait. Mais je peux comprendre la frustration de certaines équipes. Mais j'ai vu que sur Twitter et sur le serveur Lopinto, il y avait certaines équipes qui disaient OK, on n'a pas été pris pour la première étape, mais maintenant qu'on a été sensibilisé, on sera sûrement dans la seconde en fait. Donc j'espère qu'ils y seront d'ailleurs.
Donc voilà. Ouais, et du coup, si je vais rebondir là-dessus moi aussi, par rapport au fait qu'il y ait 48 équipes, je pense que le format est assez bon parce que le fait d'en rajouter, de toute façon, on n'aurait sûrement pas le temps et les joueurs qui jouent le dimanche seraient totalement rincés. Par contre, je pense qu'il faut clairement faire évoluer le format et bien évidemment réussir soit à créer d'autres divisions ou alors changer un petit peu cet Open Tour. Je pense qu'on en parlera après. Ouais, je pense. Neyland, peut-être, si tu aurais peut-être quelque chose à rajouter. Si Red veut rajouter quelque chose, parce que pour le coup, moi sur le format, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Vas-y, Ben, toi, en tant que rapidement, nouveau. c'est toujours compliqué de critiquer. C'est sûr que nous, on connaît beaucoup d'équipes contre qui on a Scrim, qui n'ont pas été pris, donc c'est un peu compliqué pour eux et on pense à eux très fort. Mais après, c'est sûr que le niveau est sensationnel et je suis assez d'accord avec Poulpe. Il y a peut-être moyen de faire évoluer le tournoi avec des play-ins peut-être en avant et tout. Mais après, le niveau était vraiment cool et sur les BO1 qui sont quand même très cruels, c'est que les meilleures équipes passent, je pense, quand même. Donc c'est plutôt bien en général sur le format, mais c'est sûr que c'est cruel, quoi. Du coup, Neyland, pour finir, alors, Alors, peut-être essayer d'abord dans le cadre de celui-là et ensuite on pourra débattre sur d'autres idées, mais ouais, non, je moi, t'en prie. très rapidement, parce que je veux que les gens comprennent d'où je viens. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans l'e-sport et j'ai vu tous les différents formats de la Ligue française. On a vu au départ le Challenge France, qui était complètement indépendant du système de LAN. Après, on a vu le choix de Riot, qui était de se poser sur les LAN existantes de manière à, comment dire, supporter le système français et promouvoir l'exclusivité française qui était nous sommes le seul circuit qui fonctionne sur les LAN déjà existantes. Ça n'a pas fonctionné. Parce que il y avait un peu les mêmes problèmes actuels, c'est qu'il y a une limite de participants. Il y a une limite financière. Si les joueurs n'ont pas la capacité d'aller en LAN, ils ne participent pas à la compétition et à la ligue. Et donc au final, Riot en est ressorti, ils sont repartis sur quelque chose d'indépendant. Tout le monde était content, moi le premier. Mais le problème, c'est qu'au final, malgré le fait qu'ils se sont séparés du système de LAN, sur un format de LAN avec un nombre d'équipes limité, un nombre de personnes qui passent en playoff qui est donc aussi limité, pas d'arbre à double élimination. Et le problème, c'est au final qu'on on se retrouve avec les mêmes problèmes que le système en LAN, où on limite les participants et on limite le jeu et l'affrontement entre les équipes. Et donc on se retrouve, je dirais pas sur des étapes truquées, mais sur des équipes qui ne se rencontrent pas. Alors qu'au moins l'avantage des LAN, c'était que vu qu'on avait l'arbre à double élimination, on avait cette certitude que les favoris allaient tous se rencontrer. Mm. Donc ça, C'est pour vrai moi, que c'est le plus gros problème. Après, l'autre problème, c'est que les LAN, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, et c'était trop cher. Maintenant, on est sur un système à distance, il n'y a pas besoin d'avoir de budget pour pouvoir participer à la ligue, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que dans ce cas-là, pourquoi réduire le nombre d'étapes de l'Open Tour pour rajouter un format ligue une fois que les 8 meilleurs ou les 6 meilleurs, je ne sais plus sur quel format ils sont restés, mais une fois que les 6 ou les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour les playoffs de l'Open Tour, pourquoi diminuer le nombre d'étapes? Ce qui fait que chaque étape a encore plus de valeur, et vu que le format, comme les autres intervenants l'ont dit, est extrêmement incisif, vu qu'on est sur du BO1, on se retrouve avec n'importe quelle équipe qui actuellement fait un top 1. C'est sûr et certain qu'elle sera dans le top 8 qui sera validé pour les playoffs. Donc on sait qu'on y retrouvera WeForge, c'est sûr. Il y a même aussi beaucoup de chances qu'on y retrouve PCS parce qu'ils ont fini top 2. Donc juste avec les points d'une seule étape, on peut avoir des équipes qui se sécurisent un spot dans les playoffs parce qu'il n'y a pas suffisamment de points qui sont distribués. Je suis d'accord. Donc, moi, mon avis sur la question, c'est que mon avis sur le principe de on est sorti des LAN, on n'est plus limité par le nombre d'événements qui se produisent en France, etc. Dans ce cas-là, il faut multiplier les tournois. Au lieu de réduire et de passer de 7 à 4 étapes, pourquoi pas faire une étape toutes les 2 semaines? Donc se retrouver avec 8 étapes, 12 étapes. Et là, pour le coup, une équipe qui échoue sur une étape, ce serait pas littéralement un disband qui pourrait se produire. Je vois C'est mon avis sur la question. Ouais, non, mais carrément, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait forcément qu'ils aient réduit les étapes. Je pense qu'ils ont été un peu trop vite là-dessus. Nous, ça fait notre affaire du coup, parce que forcément, on a pris une équipe très forte justement pour aller choper directement assez de points pour essayer d'aller au playoff
très très rapidement. Mais après, par rapport pour revenir vraiment sur le format, on va dire, parce que j'y pensais en attendant, je pense qu'aujourd'hui, on reste quand même sur un format de 48 équipes. Et même si on fait des déçus, en fait, on voit qu'en faisant des déçus, comme le disait Sagittarius juste avant, en fait, en faisant des déçus, on va faire augmenter petit à petit ce niveau d'open tour parce que les gens maintenant ils savent qu'il faut s'entraîner et ils savent qu'il faut pas faire que des scrims, il faut aussi aller en ranked, etc. Donc moi je trouve ça pour l'instant le format open tour, quoi qu'il arrive, je le trouve hyper intéressant. Mais, Moi, pour le coup, mais oui, après je suis un peu plus d'accord avec Nelan. Ça aurait été bien de laisser plus d'étapes parce que là on va se retrouver à la 4e étape où en fait la saison pour les joueurs de nos niveaux open tour, la saison est terminée et il n'y a plus rien pour ceux qui ne vont pas en playoff. Ouais, c'était un peu le point sur lequel aussi je voulais ajouter, c'est que je suis pas vraiment forcément d'accord avec l'analyse de se dire que vu que chaque étape a autant d'importance, que ça va pousser les joueurs à s'entraîner. Parce que le seul problème, c'est que la plupart n'a pas vraiment une motivation de professionnel ou un encadrement professionnel derrière eux. Mm. Donc il y a beaucoup de démotivation. Il y a beaucoup de Mm. démotivation dès qu'il y a l'échec. Il n'y a pas forcément une bonne gestion de la défaite ou même une bonne gestion de la victoire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des équipes qui font des très bons résultats et 3 semaines après, elles font des résultats qui sont bien moindres parce que bah, justement, la victoire comme la défaite a été mal gérée. Donc, pour le coup, moi, je suis pas fan du format, que ce soit dans le nombre d'étapes, que ce soit dans le nombre d'équipes, que ce soit dans le format en lui-même qui est sur du B1. Si c'était que moi, je multiplierais le nombre d'étapes et surtout, j'allongerais les étapes en elles-mêmes. C'est-à-dire que quitte à faire des étapes qui ne se produisent que le week-end pour faire en sorte que, bah, vu que l'Open Tour, c'est une ligue amateur et donc il faut permettre au plus grand nombre d'y participer, et bah, dans ce cas-là, plutôt que de faire une étape sur un week-end de janvier, et bah, on fait une très grande étape sur tout le mois de janvier qui se produit sur 3 ou 4 week-ends. Et dans ce cas-là, on peut ne pas avoir de limite sur le nombre de participants, pouvoir avoir accès au tournoi à double élimination, à l'arbre à double élimination, et éviter ce genre de problème où en gros il y a des équipes qui ne participent même pas au tournoi, mais qui ne savent même pas si elles sont suffisamment bonnes pour aller loin dedans ou non. C'est vrai. C'est vrai, par exemple, si on compare par exemple avec d'autres tournois qui se font entre guillemets d'affilée, par exemple l'Open Tour Benelux que nous on a eu l'honneur de suivre et qu'on s'en est les diffuseurs officiels en plus francophones pour les playoffs notamment, c'est 4 week-ends d'affilée où ça a été les étapes qui se sont enchaînées vraiment coup sur coup. Et là on est rentré dans un système de playoffs, c'est que donc le samedi et le dimanche, vous faites un match chaque jour et contre toutes les équipes du coup qualifiées, je crois que c'est 8 équipes si je dis pas de bêtises. Donc, ça, on est parti sur pas mal de semaines déjà, le temps de tous les faire. Pourquoi pas intégrer ça à l'Open de France, surtout avec, bon, avec Poulpe et l'autre, on parlait en off des différents formats. Par exemple, en Allemagne, leur division 2, ils ont 2 poules différentes. Par exemple, tu parlais, Naylan, de rajouter des équipes. Par exemple, là-bas, ils ont 2 poules différentes qui sont séparées. C'est une ligue fermée, certes. Du coup, j'ai lancé un peu la question, parce que je sais que Poulpe, ici, en est très friand, c'est d'instaurer une division 3 entre l'Open Tour et la division 2. Il faut savoir que là, la division 2 a été créée, c'est que la deuxième année qu'elle est créée. Cette année, ils ont mis avec l'Open Tour du coup ce système de montée-descente avec ces 8 premiers, il me semble, qui font des playoffs et les 2 premiers peuvent faire des up and down et normalement font les up and down contre les 2 derniers de la division 2. Donc, essayer de réinstaurer ça avec une division 3, enfin, dit comme ça pourrait se faire. Mais j'ai envie de dire, déjà, je vais commencer par toi, Poul, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à Ouais. dire. Je pense que tes collègues pourront rebondir sur ça, parce qu'on est là, bien sûr, pour pas dire qui a raison, qui a tort. On est vraiment là pour donner un maximum d'idées. Toi, qu'est-ce que tu penserais de rajouter une division ou de modifier ou de faire 2 poules? En fait, déjà nous, clairement, vu qu'il y a des investissements derrière, qui sont faits avec du sponsoring et tout, forcément, à partir du moment où on va avoir des sponsors, où, on leur dit: «Bah, voilà, on est déjà dans une, ligue qui va être fermée, on est sûr de jouer les matchs» et cetera. Forcément, pour nous, ce serait le top. Alors après, à voir, ce qui peut être mis aussi autour. On parlait justement, et je voyais dans le chat le système avec, la Prime League. La Prime League même, ils vont au-delà de ça. Parce qu'en dessous, il y a la division 4, il y a la division 5, il y a la division 6. Et là, on voit que c'est vraiment un format en termes de compétition qui est hyper ouvert. Alors même si dans la division 5, vous avez la division 5.50 avec 50 groupes du coup dans cette Mm. division-là, en fait, on a vraiment tout le monde qui peut participer, on va dire, à la mise en avant justement de l'e-sport dans leur pays. Donc je sais pas combien ils sont dans les divisions en Allemagne, je crois qu'ils sont 6 ou 8.
par groupe. Et du coup, on voit en division 6, il y a même des gold, des platines qui jouent même avec des niveaux en dessous. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que derrière, par exemple, nous, s'il y avait jamais une division 3, avec ce système-là, on pourrait avoir des équipes académiques où on formerait nos joueurs directement sur Angers et on pourrait faire d'autres choses et faire évoluer un peu plus l'équipe. Après, par rapport à une division fermée, bien sûr que nous, on est totalement pour. Et on va dire, je comprends avec le format de l'Open Tour, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour reprendre le cas Amazing, parce que je pense que c'est ce qui a fait le plus de bruit un peu sur Twitter, typiquement, je pense que si Amazing aujourd'hui ils vont chercher un sponsor et qu'ils leur vendent le fait de participer à l'Open Tour et qu'ils ne participent pas à l'Open Tour parce qu'ils ne sont pas sélectionnés, comment est-ce qu'on arrive à rendre les comptes derrière auprès des sponsors et qui nous soutiennent, quoi. Voilà. Donc ça fait partie, on va dire, des questions sur le format, sur le bon format à avoir. Donc soit on enlève les meilleures équipes de l'Open Tour actuelle pour former une division 3, soit, et puis du coup on prendra les 2 moins bonnes de la division 2 qui descendent, soit on part sur un autre système du coup, comme le système allemand, où du coup là il y a plein de ligues, ça demande bien sûr beaucoup plus d'organisation je pense, mais où vraiment tout le monde peut participer. Il s'agit peut-être, toi qui connais bien le tournoi avec l'MS. De mon côté, je pense que même si forcément le LoL Open Tour ne porte pas ce nom, mais c'est en quelque sorte une sorte de division 3 parce qu'il y a ce système de promotion et de relégation. Je me demande si mettre une division 3 et plus un LoL Open Tour, est-ce que ça gonflerait pas un peu trop l'écosystème qui est déjà assez complet. Mais par contre, je comprends l'idée, je comprends le raisonnement. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme disait Nélan tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est tous d'accord pour dire ici que 4 étapes, c'est pas assez, puisqu'en fait, ce week-end, on va se retrouver à la moitié de la saison des étapes du LoL Open Tour. On sera déjà à la moitié. Il y a 4 étapes, on a la seconde, c'est passé extrêmement vite. De mon côté, j'ai l'impression que même si l'Open Tour, c'est une division qui est ouverte, qui n'est pas fermée, c'est en quelque sorte une division 3, puisqu'on peut y accéder. On peut accéder à cette division 2 avec forcément dossier de candidature et tout ça. Je me demande si rajouter une division 3 plus éventuellement un Open Tour, ça ferait un écosystème un peu trop chargé, je pense. Après, il y a un autre point, sur qu'on oublie, c'est qu'une fois que la deuxième étape, voire peut-être même la troisième étape va être jouée, on va se retrouver avec des structures qui sont hors de l'Open Tour, qui vont peut-être aller démarcher les équipes qui ont récupéré des points. Parce que vu que les équipes, elles vont avoir récupéré suffisamment de points pour sécuriser les playoffs, ils vont pouvoir récupérer l'ensemble du roster ou une majorité du roster pour garder les points, pour s'assurer les playoffs. Et on va avoir le même phénomène qui va se passer entre la fin des étapes et le début des playoffs, où tous les joueurs qui seront hors de l'Open Tour, et sachant qu'on parlait de 100 équipes, environ 100 équipes, dans toutes celles qui voulaient s'inscrire, plus les 48 qui sont déjà proches d'un point de vue de l'élo et d'un point de vue du niveau, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir 8 équipes qui vont s'ouvrir un pool de joueurs de 90 équipes supplémentaires. Donc, même des fins des étapes aux playoffs, les équipes qui vont être qualifiées vont changer. Elles vont récupérer les talents qui se sont démontrés dans toutes les équipes qui auront apparu dans les différents groupes de l'Open Tour. Après, pour revenir un petit peu sur la discussion de multiplier les ligues, les divisions, etc., de toutes les manières, le système est en train de se développer comme le sport. Et dans le sport, on a l'échelle départementale, on a l'échelle régionale, on a l'échelle nationale. Donc on va avoir ce phénomène-là qui va se développer dans l'e-sport. Nous, en Europe, d'un point de vue Europe, le premier jeu sur lequel on va avoir ce phénomène-là, ça va être LoL. Alors que quand on prend l'exemple de la Corée il y a 20 ans, le premier jeu, c'était StarCraft 2. Nous, ça va être sur LoL. C'est le jeu qui va construire l'écosystème de l'e-sport européen à l'échelle amateur, semi-professionnel, professionnel, ce sera LoL. Le problème, c'est que là, actuellement, la Ligue 2, elle est déjà très fragile. La Division 2, actuellement, elle est déjà très fragile et on se retrouve avec des joueurs et des structures qui font des choix de miser sur l'Open Tour pour sortir les structures faibles de Div 2. Et moi, c'est un peu le truc que j'attends, c'est que quand on va avoir comment ça s'appelle, les matchs de montée et de descente entre le top Open Tour et le bas de Div 2, je m'attends à un massacre. Peut-être Reed, toi en tant que petit nouveau dans le tournoi. Il y a plusieurs points qui sont intéressants, qui ont été relevés. Je suis assez d'accord avec tout le monde, même si tout le monde dit un peu de choses différentes, dans le sens où je suis assez d'accord avec Sagittarius sur le fait qu'on a une espèce de Div 3 un peu bizarre. Du coup, rajouter des divisions et rajouter un Open Tour, ça fait un peu mettre des pansements, et à chaque fois mettre des pansements. Là où je suis d'accord, c'est si on doit retransformer cet Open Tour, faut le retravailler de l'intérieur, et là, la proposition d'Elan est, je trouve, plutôt intéressante, de travailler soit par les régions, etc. etc. Et le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est sûr, qui est pour moi le pire, c'est, on est tous d'accord là-dessus, c'est le nombre d'étapes qui est trop peu, parce que, en fait, finalement,
alors, il suffit de juste performer une fois, mathématiquement au niveau des points, il suffit de performer une fois très très bien, et après on est sûr limite d'être qualifié. Et après ça pose le problème des structures qui vont revenir. Enfin, Hélène l'a très bien expliqué, donc je ne vais pas revenir sur le point. Et voilà, donc c'est un peu bizarre, mais après 48 équipes, c'est sûr que ça amène, comme on l'a dit, un niveau assez haut, je trouve. Et ensuite, l'exercice du BO1 qui a été critiqué par Nélan, je suis plus ou moins d'accord parce qu'on voit quand même que MS, MTP, WeForge et tout, qui étaient des équipes qui étaient attendues comme très fortes, elles ont 5-0 et basta, quoi. Donc c'est plus compliqué pour des équipes comme par exemple Banu ou je sais pas, d'autres structures où c'est un peu plus aléatoire. Mais des équipes très fortes et très solides vont passer, quoi, en BO1 parce qu'elles sont plus fortes par nature. Donc je suis pas 100% d'accord avec cette analyse-là, mais c'était intéressant. Si je peux rajouter un point, Oui, je t'en prie. au final, vu que l'Open Tour est très court, plutôt que de mettre en avant des équipes qui vont évoluer au fur et à mesure de la saison, ça met en avant le fait de créer le collectif avec les 5 plus fortes individualités dès le début de la compétition. Oui. Et Ça, c'est un donc problème. l'équipe la plus forte valide les premières étapes, valide ses points et est assurée d'être dans le playoff. Donc au C'est final, vrai, pour moi, ça nuit à la compétition parce qu'il n'y a pas d'évolution au sein de l'Open Tour. Il n'y a pas de travail, je suis d'accord. c'est sûr. On l'a bien vu l'année dernière d'ailleurs, sur ces tournois-là, on a eu Warthog qui a roulé sur tout le monde les premières étapes avec Tueur, et sur les dernières étapes, on a vu des Eliandra ou Newcomers, Naylan, toi qui étais dedans, qui ont, grâce à leur synergie, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs mécaniquement, que ce soit Eliandra ou Newcomers, mais qui ont réussi à gratter des points et même aller en finale, notamment pour les Eliandra. Et c'est vrai que refermer ce chiffre à 4 étapes, certes sur un mois à chaque fois, c'est vrai que ça diminue énormément ce genre de choses. Et en plus, il faut des échéances pour les équipes. Mm. Il leur faut des échéances parce que sinon les joueurs restent pas motivés. Donc on pourrait C'est même vrai. pas penser. Il n'y a qu'un split actuellement au niveau de l'Open Tour et comme Poulp l'avait dit, on se retrouve avec des joueurs, une fois qu'ils auront joué les 4 étapes, ils n'auront plus rien à faire de l'année d'un point de vue compétitif. À moins de monter en Elo et de remplacer un joueur dans une équipe qui, elle, aura encore des matchs à jouer. Donc le problème, c'est que vu qu'il faut garder des échéances pour que les joueurs restent motivés et continuent à s'entraîner, on peut pas imaginer par exemple un format Open Tour où on aurait une étape en mars, une étape en juillet, une étape en septembre et une étape en décembre. Enfin, j'exagère les mois évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une étape tous les 3 mois, ça aurait aucun sens. Les équipes seraient toutes différentes d'une étape à l'autre. Surtout à ce niveau-là, ouais. On avait parlé pour la première étape brièvement avec notamment les sortes de rémunération qui ont un peu explosé dans pas mal de structures à plus ou moins grande échelle. Bon, on va pas parler de WeForge bien sûr, qui est un peu devant à ce niveau-là. On dira pas, on dira pas les chiffres bien sûr, mais c'est vrai que ça a énormément explosé les rémunérations. Alors les rémunérations, il y a l'argent, il y a aussi le cadre, il y a plein de choses qui rentrent en compte et de données et d'actions entre guillemets. Mais c'est vrai que ça avait pas mal explosé pour garder justement un roster fixe parce qu'à ce roster, on l'a vu par exemple avec l'initial l'année dernière, ils ont gagné la première étape et à l'étape 2, ils se sont fait chourer leur roster. Donc c'est vrai que ça va être un élément vraiment très. C'est pire que ça, le roster a 10 bandes, donc les points sont. Oui. Ouf. En plus, parce qu'on rappelle, sur le format, c'est à 2 changements d'une étape sur l'autre, vous perdez des points. Ou 3 3 Je crois que c'est 3, oui. Tu vas garder 3 la majorité de ton roster. C'est ça. Donc à 3 changements, vous perdez les points que vous avez accumulés. Donc, par exemple, si WeForge perd 3 de ses joueurs, par exemple, ça arrive, voilà, de manière, de manière, si il tomberait que 3 personnes tomberaient, ils perdraient leurs 1000 points qu'ils auraient accumulés. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au top et flop qu'on avait sélectionné, bien sûr. Ouais, en effet, on va peut-être faire une petite rétrospection sur l'étape 1. On va commencer avec les flops, avec malheureusement la contre-performance de Tueur et de Wartox Doyle. Ouais, Tueur et Warthog qui étaient les 2 premiers qui écrasaient un peu tout le monde à l'étape numéro 1, s'en fait sortir du coup dans le groupe 6. On rappelle, dans le groupe 6, on avait donc Tueur et Warthog, on avait Pulsar, MTP aussi qui est passé, on reviendra vers eux plus tard, Pandaria et Element Gaming. Du coup, le résultat est un peu surprenant pour cette première étape à ce niveau-là. Qu'en pensez-vous? Qui veut se lancer peut-être? Eh ben, moi, je veux bien, comme ça au moins, ce sera fait. Vas-y. Par rapport au groupe 6, déjà, je pense que c'était un groupe assez compliqué. Mais et j'aurais vraiment pas misé, comme j'ai déjà dit à l'ordre, sur MTP au début. Mais à croire qu'ils ont très très bien travaillé pour justement aller chercher le 5-0. Et ça me fait plaisir de voir MTP sortir face à une poule comme ça. Alors après, vraiment, je sais pas
tous les changements qu'il y a eu et tout. Je suis pas coach et expert sur chaque équipe, donc je pourrais pas vous dire. En tout cas, vu le travail que fait Lord avec MTP, ça Mmh. me fait plaisir de le voir sortir de ses poules et de performer dès la première étape. Mmh. Peut-être quelqu'un veut Quelqu'un rebondir? d'autre a un autre avis ou rejoint Moi peut-être l'avis? moi, c'est un peu, moi, je suis un peu plus, je prends un peu plus de recul par rapport à la situation, Avec un parce mois que, déjà. il y a beaucoup des structures qui ont floppé et on prend l'exemple de ces 2 structures-là. Bon, alors Il y pour en a Tueur, c'est d'autres pas le cas, mais cadres. pour Warthog, c'est le cas, mais il y a beaucoup de structures qui ont débloqué des salaires ou qui ont des salaires et qui se sont fixées de mettre un roster 3 Français, 2 Inter. Et le problème, c'est Mmh. que ça rajoute une difficulté supplémentaire et moi, je pense que c'est logique que certaines de ces équipes-là, qui se sont forcées à prendre 3 Français, 2 Inter, aient échoué à la première étape avec tous la difficulté de mettre la communication en place. Donc c'est que Tueur flop, c'est inattendu, mais après il y a d'autres concurrents, donc Mmh. ça paraît logique Mmh. que sur un format aussi difficile que le BO1, ils puissent se faire sortir et se faire surprendre. Par contre pour Wartox, moi je suis pas surpris. Mmh. Parce Notamment que par OK. peut-être par rapport c'est un à la roster qui repart à préparation. 0. C'est un Mmh. roster qui repart à 0 sur un format international, donc c'est beaucoup plus difficile à mettre en place et ça prend plus de temps. Mmh. Ouais, oui, c'est certain. Reed peut-être aussi coach? C'est sûr, c'est plus dur. Nous, on y avait un peu pensé, mais c'est sûr. En fait, ça dépend vraiment du niveau d'anglais de tes joueurs, parce que si t'as des joueurs qui sont vraiment bilingues, nous, c'est le cas pour 2. C'est pas un problème d'avoir 5 inter. Le chat qui arrive. Mais c'est pas un problème d'avoir 5 inter, vraiment, parce que ça reste, ça reste de la communication facile. Mais c'est sûr que si les joueurs maîtrisent moins l'anglais ou il y a moins d'affinité, c'est sûr que ça peut être plus compliqué, même pour juste créer du lien. Et ça peut être très dur. Après, si les joueurs sont vraiment très forts, je sais pas, parce que comme on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, comme Nélan l'avait dit, ça aurait pu faire la différence, je pense. Mais après, MTP, honnêtement, vraiment solide, quoi. Enfin, moi, on les a MTP, regardés en playoff et super, enfin, on y très fort. reviendra bien sûr, au MTP dans les tops, beaucoup plus tard. Je crois Mmh. qu'on peut enchaîner du coup, Oui, au oui, oui. prochain tour. Du coup, on a aussi les académies, BDS, Atletech et Easy Dream qui n'ont pas passé les poules, Doyle? C'est vrai, ouais, les 3 académies dont certaines qu'on attendait quand même pas mal au tournant, notamment, du côté des Atletech. Donc pour Atletech et BDS, ils se sont fait sortir dans le groupe 7 qui était aussi quand même, assez serré avec notamment les Riley Forever, bon qui est l'équipe qui avait forfait, le tournoi, Avis eSports, les Toulouse Landers et l'Unari, qui ont passé du coup avec, au goal average particulier, c'est-à-dire qu'il y avait 12 points pour l'Unari et Atletech et c'est alors sur la refondement, l'Unari a gagné donc est passé dans ce groupe, ce qui donne Atletech et BDS du coup sortis et Easy Dream qui était dans la poule 2 avec notamment les PCS, Wavy, Oncren Degan, Wanted eSport et Pulsar eSport. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de ce résultat-là pour, les académies? Alors, pour prendre, Oui, la parole, vas-y. pour la première étape, bon, c'est ma façon de voir les choses, même s'il y a que 4 Mmh étapes, je voyais la première étape comme une étape crash test, où c'était un peu la mh. rentrée Mmh. des classes et tout ça et du coup, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas sorti les poules pour la première étape, mais c'est très certainement des équipes qui se retrouveront en play-off. Donc c'est compliqué de parler de flop, mais si on peut parler de flop, forcément, il y a les équipes qu'on attendait un peu comme bon, de mon côté, je pense, que, Warthog, c'est un flop et que bon, on en parlera tout à l'heure, mais que MTP eSport sont vraiment les Mmh gagnants en mh. fait de cette phase de poule sur le groupe de la mort qui est le groupe 6. Mmh. Si on doit prendre l'exemple de ce que vous avez cité, par exemple l'équipe académique de BDS, c'est en effet un flop puisqu'ils sont site 4 et tout ça. Mais par contre, je pense que très peu de personnes veulent se retrouver dans la même poule que l'Unari et les affronter en BO1. C'est très punitif et c'est extrêmement prise de Effectivement. tête. Et pour donner l'exemple de BDS Academy, euh, connaissant la line-up, je pense que leur performance sur la première étape ne révélera pas leur place sur le classement général à la fin de la saison. Et on verra, en fait, c'est sur la seconde étape qu'on verra si BDS Academy pourra tenir le rythme sur la saison de l'Open Tour. Mais je pense, enfin, aujourd'hui, je ne prends pas en compte, par exemple, la performance de BDS Academy ou de Easy Dreams Academy. Mais en effet, on peut parler de flop puisqu'ils se retrouvent site 4 du groupe 7. Mmh. Mmh. Vis-à-vis des équipes académies, moi j'estime aussi que c'est un flop. Je suis d'accord avec la majorité des points que Sagi a évoqués. Il y a juste un point sur lequel moi je suis pas forcément d'accord, c'est sur le fait que cette étape-là, la première étape n'est pas forcément preuve de leur niveau ou qu'ils vont faire des résultats différents. Et j'ai envie de dire, tant que le format change pas, ils peuvent se retrouver à se faire surprendre plusieurs fois de suite. Donc on peut se Mmh. retrouver avec un BDS Academy qui là sort des groupes et fait un top 2 ou un top 4 cette étape-là, et puis d'un seul coup, à la troisième étape, ne ressortira pas des groupes. Donc le truc, c'est que malheureusement, j'ai envie de dire, oui,
La première étape ne sera pas augure des résultats des étapes d'après, mais en fait, toutes les étapes sont à prendre isolées l'une des autres. Donc, c'est difficile de savoir quels sont les résultats que les équipes vont faire, à part de savoir qui est favori et qui est pas favori, quoi. Mais moi, c'est le vrai souci que je me pose par rapport aux académies, c'est quel est l'état d'esprit des joueurs? Parce qu'ils sont dans une équipe qui, même s'ils participent aux playoffs, ils n'ont pas d'accès à la montée. Donc, ils ont la sécurité de l'équipe. L'équipe va rester stable, vu que c'est une académie, donc ils savent qu'ils vont passer toute la compétition ensemble. Mais comment l'aspect mental est géré sur le fait qu'ils ne jouent pas la montée en ligue? Mmh. Notamment pour Athletech, oui. Parce qu'après BDS, il me semble qu'ils peuvent parce qu'ils ont une équipe qui a un Ouais, LFL et BDS, Easy c'est Dream terrible, ouais. et Bah Easy non, Dream bah, aussi peuvent jouer à la montée parce que, non, ils peuvent pas. ah bon? C'est parce que non, Il y a j'avais Liandra. entendu que Easy et Liandra, c'est juste un partenariat de communication, ils n'ont pas une académie. Ce que j'avais, comme information, donc ils pourraient jouer la montée, à ce que j'avais compris. Je sais pas si, d'autres en ont d'autres informations, mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Après, à voir ce que Riot dira au moment où il y Oui. aura Easy Dream Academy et Easy et Liandra dans la même ligue, quoi. Mmh. Je pense. Je pense que ça posera problème à un moment donné. Ouais, je pense que ça peut pas être possible. Mhm. Easy Dream Academy plus Easy Eliandra, ça passera pas. Donc c'est-à-dire qu'Eliandra reprendrait son indépendance. Je pense. Bah, je pense qu'on peut enchaîner du coup au prochain point, Mmh. Kitty. Ah oui. On avait également Omeris qui s'est fait surprendre dans le groupe 4. Exactement, Omeris qui a été fort de sa communication avec tout pour la France, avec bien sûr les baguettes, la team baguette dans ce groupe 5. Donc on rappelle, on avait eu les Infamous Solo Queue Player, Prankster eSport, Otters eSport, Metalec et Refuse Resist. Donc c'est Panther eSport qui est passé, on y reviendra bien sûr dans les tops. Face du coup Omeris, du coup c'est la seule poule aussi qui est partie et qui a fini en tie-break. Donc ça a été vraiment très très long dans cette poule et du coup les Omeris qui se sont sortis par les Prankster eSport. En effet. Et du coup, que pensez-vous de leur première étape, vu leurs ambitions qu'ils avaient auparavant? Enfin, et encore maintenant, évidemment. Mmh. Je sais pas, Siret, tu as justement un avis, du coup? Ils se sont sabotés. Hein. Nous, du coup, on les a face, donc on les a joués 2 fois en plus. Je vais rebondir très rapidement sur le fait de la discussion juste d'avant. Je suis super d'accord avec le fait que la poule avec Lunari, c'est toujours très compliqué. Parce que nous, justement, on avait Infamous Solo Queue Player. Et même si c'était que du cheese, ils ont quand même 4-1, quoi. Et c'est assez impressionnant. Ils ont Roi Démon et tout, donc c'était chaud. Et pour Omerix, honnêtement, ils ont fait des bonnes games. On a eu 2 games très durs contre eux. Mais voilà, je sais pas quoi dire. On peut pas dire qu'on a upset. Les gens sont assez contents puisque on les a battus 2 fois sur deux sides différents. Voilà. Après, honnêtement, ils ont bien joué, quoi. T'as quelqu'un veut rebondir sur les Omerix? Alors je veux bien parce que en fait côté MS, de mon côté, forcément comme on était groupe 5, je savais qu'on affrontait, si on sortait des poules, forcément on affrontait le gagnant du groupe 4 pour les quarts de finale. Et forcément, sur un avis personnel, comme beaucoup de monde, j'avais pronostiqué Omerix qui sortirait des poules. Donc ce qui se passe en fait, c'est que je pense que Omerix aujourd'hui c'est une voire la meilleure équipe qui n'a pas de modèle économique. Je vois ils ont même et rigolé là-dessus, ils n'ont pas de modèle économique et je pense qu'ils ont constitué une des meilleures équipes sans avoir un modèle économique. Et en fait, ce qui s'est passé au groupe 4, et je pense qu'on en parlera, et full français aussi, ça a du charme. On en parlera tout à l'heure sur les tops parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur Prank eSport puisqu'on les a face aussi en quart de finale. Mais c'est assez sensationnel ce qui s'est passé sur le groupe 4. Parce que le tie-break, de mon côté, je le voyais plus présent sur le groupe 5 ou le groupe 6, mais je m'y attendais vraiment pas sur le groupe 4. Donc forcément flop pour Omerix qui était peut-être favori sur ce groupe 4, mais je pense clairement que c'est une équipe qui gagnera en puissance tout le long de la saison en fait. Donc ouais, il y aura beaucoup de choses à dire sur les tops après, sur cette poule. Très bien. C'est certain qu'ici, il n'y a qu'une étape, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on verra avec les autres étapes, peut-être que ça peut changer du tout au tout, quoi. Mais du coup, dans le groupe 5, on avait également une poule assez compliquée avec Fragbox et Shield qui ne passent pas. Doyle, tu as peut-être quelque chose à dire? C'est 2 équipes qui ont vraiment de grandes ambitions pour l'Open Tour. L'année dernière, on va dire que ça a été un peu. Ils ont fait en plus, les deux ont fait un peu une année l'année dernière, un peu un miroir. C'est-à-dire que Fragbox avait plutôt bien débuté en récupérant quelques points, mais sur la fin, ont malheureusement trop pas mal de leur game et ont vraiment lâché beaucoup de points au classement. Alors que du côté des Shields, on a
plutôt moyennement débuté, mais par contre, on a très bien fini. Mais on perd encore une fois des points pour cette première année, pour cette année suivante, pardon. Et cette première attaque, du coup, on lâche du coup des points au profit de MS Company. On y reviendra bien sûr pour MS Company tout à l'heure. Mais ça fait quand même perdre des points et on repart un peu dans les travers de l'année dernière. Ouais, alors pour vous, Shield, Fragbox, est-ce que vous avez un avis sur ces teams-là? Est-ce qu'elles se repartent sur le même schéma que l'année passée? Alors moi, Euh, vas-y, Ouais, vas-y. je me propose, parce que du coup, je les efface, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mon côté, quand j'ai abordé la poule, je me suis dit qu'il y a forcément plusieurs scénarios quand tu abordes une phase de poule du LoL Open Tour. Donc forcément, ne pas sortir des poules. Et de mon côté, je me disais qu'il y a des chances qu'on ait un tie-break avec Fragbox et Shield, où c'était forcément les gros morceaux de notre poule sur le groupe 5. Forcément, on n'a pas sous-estimé les autres équipes avec le niveau de la première étape. Je pense quand même que c'est. Alors, je sais pas à quel moment ils sont sortis de la Mercato ou quoi que ce soit, mais c'est des équipes qui vont, comme je disais tout à l'heure, monter en puissance avec un peu plus de préparation. Je pense qu'ils pourront aborder cette seconde étape différemment que la première. Je pense que ces deux équipes seront différentes sur la deuxième étape. J'ai été plus, par exemple, on a eu, je crois plus du mal contre Fragboss que Shield, mais c'était quand même une poule très sympathique. T'as quelqu'un veut rebondir? Moi, je voulais dire par rapport à Fragbox, parce que je connais pas trop mal l'équipe, dans le sens où Zocato a rejoint le projet Fragbox. Et je sais qu'ils sont passés vers ils ont fait une très longue session de recrutement. Et bah, au final, moi, je dirais pas que je suis déçu du résultat, parce que ils ont fait ce que je souhaitais, évidemment, que l'équipe de Zocato fonctionne. Mais je peux pas vraiment dire qu'on est déçu du résultat, parce que bah, ils ont gagné 4 matchs, ils en ont perdu un. Mm, Et j'ai envie c'est de vrai. dire, il y a beaucoup des équipes qu'on parle et on se demande, est-ce qu'on est déçu, est-ce qu'on est surpris par leurs résultats? On parle d'Omerix 4-1, on parle d'Infamous 4-1, on parle de Fragbox 4-1. J'ai envie de dire, si on était sur un autre format, bah, au final, c'est des équipes qu'on aurait revues en playoff. Donc c'est compliqué à juger, quoi. C'est très compliqué à juger, Non, parce mais que c'est clair. est-ce qu'ils ont échoué? Non, parce que quand on fait une LAN et qu'on sort de la LAN avec 80% win rate, on part pas du principe que l'équipe a échoué en phase de groupe. Donc c'est vrai que c'est très particulier par rapport à l'Open Tour, justement. Ouais. Non, mais c'est clair. En Ouais. plus, c'est ce que disait Sagittarius tout à l'heure. Bon, le format, comme tu le dis, Nella, n'est pas forcément même adapté, on va dire, sur 4 étapes. Et du coup, j'espère qu'on va voir des équipes performer qui sont pas forcément sorties et qui étaient en 4-1 à la deuxième étape. Voilà. Donc, tout est possible. Il y a eu beaucoup de 4-1. Il y a eu enfin, il y a eu un tie-break qui était assez intéressant. Et j'espère que ça va continuer à se battre. Merci. Bon, du coup, on va peut-être passer au top un petit peu. Donc, on a eu MSI Sport qui a terminé en demi-finale. MS Sport, du coup, qui était tombé dans la poule du groupe 5 avec Fragbox, Shield, Sikeli, Kraken, Empire et Spot Harder, donc qui ont fini en 5-0 et sont tombés malheureusement et ont perdu 2-0 après avoir sorti Prankster eSport en quart de finale. Ils sont tombés contre les WeForge et ont perdu, mais ça fait quand même pas mal de points récupérés pour cette équipe, du coup, qui est sortie un peu de la poule de la mort. C'est pour ça qu'on le met en petit top aujourd'hui. Oui, en effet, donc une très belle performance pour cette première étape. Donc, qu'en pensez-vous? J'aimerais peut-être entendre les autres avant d'entendre le principal intéressé. Si quelqu'un veut se Bah, lancer, Si peut-être. quelqu'un veut se lancer. moi, je peux y aller. On était en quart contre eux, donc Si tu veux, Vas-y. vas-y, Reed, je t'en prie. solide. Honnêtement, nous, le quart de finale, on s'attendait à qu'ils soient très forts, on le savait. On a des choses qu'on n'a pas respectées dans la draft et on s'est fait punir très très bien. Ils ont vraiment bien joué, surtout par rapport à notre style de jeu. Et après, il y a eu cette game du coup contre WeForge que j'ai regardé et je pense que c'est très dur de battre WeForge. Donc pour moi, ils ne pouvaient pas aller plus loin et ils ont fait le max qu'ils pouvaient, donc c'est clairement un top. Oui. Peut-être Mhm. Neylan ou Poulpe avant Oui, Sagittarius. Poul, peut-être. De les retrouver de l'autre côté de l'arbre déjà. Encore une Potentiellement demi-finale. le plus loin possible. Voilà. Non, après, c'est clair que nous, de toute façon, comme j'ai déjà dit, on a monté une équipe pour monter en Div 2, mais c'est intéressant parce que du coup, il y a des joueurs qu'on connaît dans ces rosters-là. Donc comme MS, alors attends, je reprends la liste des joueurs. Il y a On les Aposama, connaît tous, on et va pas Mano reprendre la liste. Blood et Sevenson que bon, je connais moi surtout parce qu'après je suis pas que cette scène-là. Mais voilà, c'est intéressant et
et ça perf et ça va perf encore, c'est sûr, sur les prochaines étapes. Neylan, Mhm. peut-être avant Ouais. Sagi. Bah, moi, l'avis que j'ai à donner, c'est un peu. La première étape, je l'ai un peu regardé de loin parce qu'au final, vu que j'y participais pas et que je coachais pas comment ça s'appelle? Je coachais pas d'équipe, je regardais un petit peu les favoris et puis les Dark Horse, ceux qui pouvaient possiblement retourner la compétition. MS, pour moi, ils sont passés un petit peu sous le radar, je vais être honnête. C'était pas spécialement une équipe que j'attendais avec le résultat qu'ils ont fait. Euh, Après, pour moi, c'est une. Comment ça s'appelle? Faut que ce soit un résultat à valider. C'est maintenant, ils ont une place de seed 1. Ils s'assurent une place de seed 1. S'ils continuent avec la place de seed 1 à sortir des phases de groupe, ils valideront leur position en tant qu'équipe dominante de cet Open Tour. Et du coup, Sagi, pour Merci. finir, le principal intéressé. Bah, déjà, merci beaucoup, la vache. De notre côté, forcément, on est très content de cette performance. Même si on est tous très compétiteurs, j'ai abordé cette première étape avec une façon un peu lucide en me disant ça passe ou ça casse, ou ça sera une première étape qui servira à me documenter, à préparer les suivantes et tout ça. Mais on a quand même abordé cette première étape à fond en tant que compétiteur et on a réussi du coup à débloquer cette demi-finale, 250 points sur le classement général. Il y a forcément eu cette frustration de finir à la porte de la finale, mais sur cette demi-finale contre WeForge, quand tu vois les games, tu peux clairement prouver par A plus B que WeForge a été meilleur et que nous on a mal joué. Donc en fait, il y a ce côté-là où on a fini ce week-end en se disant, on est content. Et je suis extrêmement d'accord avec ce qu'a dit Nélan tout à l'heure. J'en parlais avec des collègues en disant qu'aujourd'hui, avec MS, on se retrouve, même si on est passé en dessous du radar, on se retrouve troisième du classement général. Et il y a forcément un stress supplémentaire de ce week-end en se disant que certaines équipes nous attendent à un certain niveau. Donc je suis entièrement d'accord là-dessus. Avec 250 points. 250. Je pense qu'on peut passer au prochain Oui. top. Mais du coup, on enchaîne avec MTP qui termine aussi en demi-finale et qui confirme du coup leur volonté de décrocher une place en play-off. L'année dernière, MTP qui avait bien fini l'année en étant qualifié pour les phases de groupe et qui, cette année, recommence de plus belle avec Rankun et les siens. Du coup, finissent en 5-0 dans ce groupe 6 et finissent du coup, ils perdent 2-1, si je ne dis pas de bêtises, contre les PCS, qui avait été une très belle demi-finale d'ailleurs. Qu'est-ce que je te laisse finir, Kit. Oui. Bon, du coup, la structure a un roster assez solide qui montre quand même sa détermination. Qu'en pensez-vous, messieurs? Qui veut se lancer? Pardon. Je vais peut-être me lancer du coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vis-à-vis d'MTP, pour moi, c'est les grands gagnants de cette phase de poule. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans un groupe qui n'est pas évident. Il y a Wartox, il y a Tueur, il y a Pulsia qui pouvait aussi faire la surprise. Il y avait un monde où MTP sortait des poules, mais est-ce qu'il y avait un monde où ils sortaient des poules en gagnant tous leurs matchs? Donc pour moi, en fait, c'est les gagnants de cette phase de poule où ils ont fait une perf qui est absolument incroyable. Ce qui se passe par la suite, donc ils perdent contre PC Staran en demi-finale. Et c'est ce que j'expliquais. Du coup, j'avais eu Darius Black, le président de Project Conquerors, en vocal après la première étape. Vous disait que de mon côté, je vais être honnête avec toi, je voyais plutôt MTP gagner 2-1 contre PC Staran. Donc en fait, quand l'équipe a été annoncée, on savait que MTP, ça allait être une grosse équipe. Et surtout, c'est une équipe qui est remplie de charme, parce que c'est une équipe déjà qui est full à faire. J'en parlais avec Arzia, le manager que je salue. Et en fait, il y a une histoire derrière cette équipe, où tu as le retour de Xevox et Ruben qui ont joué avec Metafun. Tu as Whip qui retravaille avec Rajan et Arzia qui était son ancien staff. Et du coup, tu as aussi t'as Raccoon qui fait un gros travail de documentation en dehors d'être un joueur. Donc en fait, c'est une équipe qui est remplie de charme. Et pour moi, en fait, c'est les grands gagnants de cette phase de poule, en résumé. Alors, quand tu fais un Tekken direct du côté de Reed. Il y a le chat qui. Elle comprend pas. Quelqu'un d'autre a un avis? Non, après, moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais parce que nous, du coup, on les voit sur plusieurs jeux. Et c'est vrai que ça performe pas que sur LoL en plus. Donc, je pense que l'environnement qui est créé autour. Ah, c'est pas mal. Pardon. Quelle escalade. J'avoue, je suis désolé. Ça va devenir Peggy 18, là, attention. Ouais, descends, Mais Désolé, mais hein. on va dire l'environnement qui est mis autour des joueurs, je pense est très sain, vu que ça performe sur plusieurs jeux. Et c'est assez intéressant à voir et à analyser aussi. Merci. Et on a également eu PCS qui a terminé finaliste de cette première étape.
PCS, du coup, qui était sorti premier de le groupe 2 avec Wavy, On Craint des Gains, Easy Dream Academy, Wanted Esport et Pulsar, qui finissent en plus en 5-0 cette phase de groupe et qui ont quand même fait 2 BO, donc les carrés et les demi-finales contre Lunari et MTP, du coup en 2-1. Du coup, ce que je suis retrouvé contre les Waveforge qui ont perdu 2-0 avec de très très gros teamfights, notamment un certain combo à une 21 minutes de jeu. Je crois que Poulk qui dit oui de la tête. Et Ne voilà. ravive pas les mauvais souvenirs pour les gens de PCS qui seraient sur le chat. Je sais qu'il y en a qui font des cauchemars encore de ce moment-là. Et du coup, PCS, du coup, qui marque de très bons points et un petit cash pass aussi qui passe. Est-ce une surprise du coup pour vous? De le voir à ce Euh, niveau-là. Poulpe, Euh, du coup, Je vas-y. vais, Alors, je vais reprendre moi les phases de groupe, mais vas-y si tu vas-y, veux vas-y. parler Mais en du coup, en premier. fait, pour moi, PCS a été une équipe qui a été extrêmement sous-évaluée et sous-cotée. Donc, en fait, c'est une équipe qui, quand a été annoncé tout ça, il y avait des retours en disant est-ce que c'est l'équipe qui va perf ou pas? Et je pense qu'ils ont fait taire beaucoup de personnes sur la première étape. C'est ce que je disais à Darius Black en toute honnêteté, c'est que pour moi, euh, MTP battait PCS Taran, mais que PCS Taran était capable de faire beaucoup de choses sur cette première étape, ils l'ont prouvé. Puisqu'aujourd'hui, en fait, ils se retrouvent en finale, ils récupèrent 500 points. Donc en fait, le résumé de PCS Taran pour cette première étape, c'est qu'ils ont fait taire, parce que ça a été une équipe qui a été sous-évaluée. Et moi, le premier, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut, et tant mieux pour eux. Merci. Quelqu'un a un autre avis ou rejoint cet avis ou... Moi, en fait, Ouais. d'un point de vue extérieur, j'ai eu le sentiment que c'était ceux qui s'étaient retrouvés dans le groupe où la première place était la plus facile à valider. Dans le sens où il y avait des équipes qui étaient assez faibles au milieu d'équipes fortes. On n'avait pas vraiment ce dégradé, on avait vraiment plein d'équipes avec un niveau serré. Là, je trouvais qu'il y avait vraiment une séparation dans le niveau des équipes. On avait vraiment 2 ou 3 équipes fortes et donc les matchs allaient être serrés et des équipes faibles dans ce groupe. Donc en gros, l'idée c'était est-ce que PCS, une fois qu'ils sortaient de groupe, l'équipe qui allait sortir de cette phase de groupe allait valider la phase de playoff. S'ils avaient fait 0-2 et qu'ils étaient sortis dès les quarts de finale, ça aurait resté une inconnue. Ça aurait resté une inconnue. Ça aurait été est-ce que c'est une équipe qui a vraiment validé, sa phase de groupe ou est-ce que c'est une équipe qui a juste eu de la chance? Et là, par rapport aux résultats qu'ils ont fait, ils ont vraiment validé le groupe, ils ont montré qu'ils sont supérieurs et ils sont allés jusqu'en finale contre des équipes qu'on attendait à leur place. Merci. Du coup, on a également eu Nuxeria qui est sorti du groupe 8, qui a été jusqu'en quart de finale. Nuxa, du groupe 8, donc, qui était composé de Eclipse, de Kaides eSport, de Chaotix Multigaming, Axis eSport et la grosse équipe donc, qui avait fini en 12 points. Donc, ils avaient 4 victoires sur 5 dans le groupe 8 et qui sont tombés du coup contre Wishforge en quart de finale, qui est la seule équipe quand même à noter, et on peut les féliciter, à avoir pris une game au Wishforge. Non, toi, Oui. alors qu'on voit un Est-ce que petit. vous voyez Nuxeria rester à ce niveau pour les étapes qui suivent? Ben, moi, si je peux prendre la parole là-dessus, je connais certains joueurs à l'intérieur et je pense qu'il y a quand même du talent dans cette équipe et je pense qu'ils ne vont pas rester là-dessus, sur juste une phase de playoff. Et il y a moyen qu'on les retrouve ouais, effectivement pour la suite de la compétition, encore une fois, première de leur groupe. Alors après, bien sûr, du coup, je crois que c'est Neyline qui reprend le Le coaching de coaching, ouais. l'équipe. Donc, à voir ce qu'il arrive à mettre en place pour continuer justement sur cette belle performance-là. C'est les seuls, comme tu disais, à nous avoir pris une game. Et clairement, sur des teamfights assez intéressants. Donc voilà, une super équipe pour la suite, à voir maintenant si ça confirme. Merci. Neylan, un petit mot peut-être? Bah, moi, j'ai repris l'équipe parce qu'en fait, ils m'ont proposé, étant donné que je connais bien Arcadia, ils m'ont proposé de caster leur game au niveau de Nuxaria et j'en ai profité parce qu'au niveau de mes streams personnels, enfin voilà, j'ai analysé leur game. Et en fait, je regardais et en regardant, ils ont purement joué la première étape au talent. Ils y sont vraiment allés, j'ai envie de dire, cerveau fermé et tout droit, en exagérant un petit peu, mais ils ont vraiment joué leur confort. Un petit peu comme les quelques équipes de solo queue qu'on peut retrouver, ou les Lunari qui jouent sur leur base sans forcément s'entraîner, les Infamous solo queue players qui sont vraiment le groupe de 5 joueurs de solo queue. Nuxara, ça a été un petit peu le phénomène, c'est un groupe de 5 amis, ils ont repris la compétition ensemble, l'équipe était très jeune, et donc ils y sont allés avec leur niveau de base, au talent, et ils ont cherché à aller le plus loin possible. Et donc ils se sont retrouvés à être les seuls concurrents de WeForge sur cette première étape, les seuls qui les a fait douter. Après maintenant,
C'est un peu, voilà, c'est un tableau vierge. Donc maintenant, faut travailler dessus. Faut voir comment j'arrive à peindre avec eux, on va dire, et voir ce que je peux construire comme niveau d'équipe avec, avec ce pool de talents qui est à ma disposition. OK, merci. Bon, on ne pouvait pas, faire l'étape sans parler de Prankster eSport, du coup. Prankster eSport, du coup, c'est un peu, entre guillemets, les miraculés de cette première étape. Ils faisaient partie du coup du groupe 4 avec les Omerix eSport, Infamous Solo Club Player, Otters eSport, Metallic qui refuse Resist. Donc ça s'est fini quand même avec du très très gros spectacle parce qu'on a fini avec 3 teams à 12 points. Donc on s'est retrouvé dans un triangle, c'est-à-dire que Prankster avait gagné Omerix, Infamous Solo Club Player avait gagné Prankster et Omerix avait gagné les Infamous. Donc on s'est retrouvé en tie-break avec ces 3 équipes-là. Donc on a eu Prankster contre Infamous sur le QPR. Donc Prankster a gagné cette fois-ci la game et s'est retrouvé du coup en finale de poule, si on peut dire, contre les Omerix, qu'ils ont gagné en plus. Et on peut dire que franchement, pour du Marel Chair, comme dirait un certain noob, c'était quand même très spectaculaire. En effet, du coup, est-ce que vous pensez, pareil, que Prankster pourra réitérer l'exploit? J'aimerais peut-être entendre les autres avant d'entendre le principal intéressé comme tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Alors peut-être de Ouais. mon côté, puisque du coup Peut-être on toi qui les as pris en quart de s'est finale. Ouais. affronté du coup en quart de finale. C'est un Ah peu oui. ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, donc de mon côté, avant la première étape, je connaissais pas du tout la structure, ni même les joueurs. Je crois que certains de mes joueurs connaissaient certains de leurs joueurs et tout ça, mais moi c'était pas du tout le cas. Et du coup, en fait, comme je disais tout à l'heure, je m'attendais à ce que Omerix sorte des poules. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, de notre côté, on a abordé ces quarts de finale avec Proxy Sport avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de leur poule avec un tie-break, avec 2 grosses équipes derrière. Et je pense qu'on le sait tous, les matchs le samedi, ça nous demande beaucoup d'endurance et beaucoup de discipline. Et en fait, eux, ils arrivent à sortir 2 grosses équipes en sortant d'un tie-break, donc 2 matchs supplémentaires en plus des 5. Donc en fait, on a abordé ces quarts de finale avec beaucoup de prudence, et ça s'est vu parce que, comme tu disais tout à l'heure, cette histoire de draft et tout ça, c'est qu'il y a eu un gros travail sur le coaching staff pour préparer correctement ce BO. Et du coup, c'est un gros top pour Proxy Sport parce que ce qu'ils ont fait sur les phases de poule, c'est pour moi sensationnel. Tie-break, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à Ren? Bah, je pense que c'est la surprise, totale, des des playoffs parce que je voyais clairement Omerix, sortir et je pense que c'est vraiment l'équipe sur laquelle j'aurais pas misé un sou mais tant mieux, ça fait plaisir de voir qu'il y a des équipes, qui viennent, challenger, celles qui sont dites favorites et du coup ça apporte aussi du spectacle et c'est vraiment top et j'espère que pareil, vous arriverez à refaire ça et c'est, maintenant à confirmer et à voir si jamais ils tombent sur un site 2 qui peut être, assez fort, voir comment est-ce qu'ils vont gérer, les prochains tournois. Ouais. Moi, j'ai plus une approche philosophique à la chose, c'est est-ce que c'est plus difficile de sortir de groupe en faisant 5-0 ou en faisant 6-1? 7-1. Ah, 7-1, 6-1, pardon. c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en plus, ils ont fait le tie-break, c'est-à-dire ils ont commencé le tie-break et ils l'ont terminé, c'est-à-dire qu'ils ont fait les 2 matchs. En plus Non, de c'est ça. ça, il a raison, il a raison. c'est Est-ce ça. est-ce que c'est plus difficile de faire 6-1 ou est-ce que c'est plus difficile de faire 5-0? Voilà. Ah. J'ai pas la réponse, mais C'est On une bonne parlera dans question. une prochaine émission. Mais du coup, Red, si on peut avoir un petit mot de ta part? Alors, si je peux Avec le parler recul, en longuement, plus. je sais pas si je peux avoir la Bah, parole longuement, mais déjà, tu pourrais peut-être parler un peu de la structure parce que je pense que, comme disait, personne ne connaît réellement Prankster eSport, c'est un peu les nouveaux. Si peut-être en quelques mots, tu pourrais dire un peu et présenter la structure. alors c'est sorti un peu de nulle part. On est une structure qui a pris le jour à 6h du mat, complètement bourré sur un canapé, au jour de l'an. Donc déjà, c'est une belle histoire. Donc non, en gros, il y a eu beaucoup de rebondissements sur lesquels je rentrerai pas, et on est parti de très loin, et on a eu la chance d'avoir un pool de talents exceptionnel. Honnêtement, j'ai des joueurs exceptionnels qui viennent en plus de la grosse ligue, donc avec RST eSport qui ont fait top 4 cette année. Donc voilà, donc on a travaillé là-dessus, et nous on a pris directement l'avis de créer sa structure sur League of Legends. On a un joueur aussi TFT, et de continuer à travailler, sauf que nous on est très jeunes par rapport à WeForge, au MS, tout ça. Donc on se professionnalise de petit à petit, on travaille de plus en plus, on prend du staff de plus en plus, donc ça arrive, mais c'est sûr que faire top 8, je vais pas vous mentir, on pense qu'on avait le potentiel sur ce moment-là. Ça se passait très bien en scrim, même si c'est pas forcément révélateur. On sait qu'on avait des cartes à jouer. Après, Omerix faisait peur. On en passe au teamfight. Ah bon, ça.
Ah non, pas ça. Les Ah, cauchemars il est qui terrible, reviennent. terrible. Il rate son flash Q avec Echo et ça me dégoûte. Non, pas ça. Non, plus sérieusement, attendez, c'est maintenant. Ah non, terrible. Ah, ça aurait été je pense que ça aurait été un BO beaucoup plus intéressant si, parce que je vous assure que c'était compliqué après le 1-0 et ce qu'on avait fait. Mais sinon, sur le tournoi, on avait des grosses équipes, hein, parce que moi, je suis un peu Sleepix. Il y avait RR, où il disait que vraiment l'équipe était très forte, donc déjà, ça fait peur. On avait cette équipe de solo queue Une qui fameuse pouvait solo queue cheese, player. ouais, qui pouvait cheese, et ça, on le savait. Donc nous, on avait vu le Guitaric, mais il y a des équipes qui l'ont pas vu et qui se sont fait exploser, notamment RR. Il y avait Metallic, enfin, il y avait quand même des équipes dont on avait peur, et Omerix, bien sûr. Mais on a pris les matchs. En fait, on a perdu le premier, on s'est dit, Omerix, c'est assez solide, vraiment, hein. Après la première défaite, on s'est dit, Omerix, c'est assez solide pour battre une fameuse solo queue player. On va prendre les matchs un par un, vraiment un par un, et on va tryhard. Et il y a un monde où on joue ce tie-break, ce qui est arrivé. Et c'est sûr que les joueurs sont restés très concentrés parce que c'était dur. Je vous assure, jouer à 19h, une game aussi importante avec autant de games dans les pattes, c'était chaud. Mais Omerix a très bien joué. Oui, Omerix a très bien joué, honnêtement. Il y a eu. On a eu peut-être un peu de chance. Et après, il y a eu ce quart de finale contre MS, très dur. Où justement, il y a des choses qu'on n'a pas respectées dans la draft parce que on voulait mettre les joueurs plutôt dans un confort plutôt que réfléchir sur une draft opti. Et on a été surpris, quoi. La très très bonne draft de MS, rien à dire. Et ils nous ont 2-0 sale. Donc il y a eu ce teamfight justement où ce flash Q. Je pense que le BO était différent, honnêtement. Mais ils étaient plus forts, il n'y a rien à dire. On accepte notre défaite. Donc maintenant, si je peux finir. Maintenant, on va prendre les choses humblement. On est top 1, enfin on est seed 1, donc c'est cool. Si on performe pas, écoutez, il va y avoir des équipes très fortes. Je pense qu'il y a une vingtaine d'équipes qui sont vraiment très très fortes. Et il va falloir confirmer. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que pour nous, le travail a payé et on a continué à travailler en tout cas. Bravo. Merci pour ton avis. C'est beau. Mais du coup, on ne peut pas finir les tops sans parler de WeForge. On voit Poulpe qui est très chaud. Bah oui, WeForge les gagnants, du coup, c'était les favoris annoncés pour cette première étape et ça n'a pas loupé, hein. Ça a été les grands vainqueurs au final. Donc on rappelle, ils étaient dans le groupe, en plus de ça, numéro 1 avec, on rappelle, on avait Prime, on avait Orang-Outan, Dizlo, Strat eSport et Olympe Academy. Et en phase de playoff, donc ils avaient sorti les Nuxeria 2-1, donc ils se sont fait un petit peu peur quand même face aux Nuxeria. Ils ont 2-0 les MF eSport et ils ont 2-0 bien sûr les PCS avec ce fameux Wombo Combo mid dans la river avec cette Syndra et ce Malfit qui avait été dévastateur. Mais fait un avis peut-être, d'abord pour ceux qui les ont affrontés, Sagittarius, je Nuxeria, pense. peut-être. Naylan Allez. peut-être avec les Nuxeria. Ouais. Ouais, bah si, Sagi veut s'exprimer. Allez, bah c'est parti, Ouais. puisqu'on s'est affrontés. Donc en fait, en mi-janvier, je me suis dit que WeForge, c'était genre une grosse équipe qui méritait leur titre de favori avant même que la première étape commence. Mais je me suis dit en mi-janvier que ça sera peut-être pas comme Wartox en milieu de 2020, où en fait Wartox avait un roster broken et tu pouvais vraiment pas tomber contre. Je me suis dit que WeForge a en effet un roster broken, mais qu'il y a certaines équipes sur le circuit cette année qui pourront rivaliser avec WeForge avec le temps sur un BO1, sur un BO3. C'est ce que je pense toujours. Mais après ce que j'ai vu sur la première étape, je commence à vraiment avoir peur parce que WeForge a vraiment une grosse équipe et ils méritent en fait à la fois leur victoire sur la première étape et aussi leur statut de favori. Et j'espère, sinon il n'y aura pas de compétition, que certaines équipes pourront progresser et battre WeForge en BO1, en BO3. C'est pas du trash ou quoi que ce soit, mais j'espère en tout cas, sinon ça va faire comme l'année dernière et ça va être. Je comprends. Bon, en tout cas, oui, ils ont clairement mérité leur victoire sur la première étape. Il y a forcément pas de surprise, je pense, sur leur groupe, sur le groupe 1. Je pense qu'on voyait tous WeForge sortir des groupes. Et ensuite, ouais, ça a été un rouleau compresseur, sauf forcément Nuxera qui est la seule équipe à battre WeForge, incroyable. Et non, c'est incroyable, j'ai vu la game, c'était trop bien. Et donc, ouais, non, WeForge, c'est une grosse équipe. Merci. Mais Daylan, peut-être un avis? Moi, je pense que, pour le coup, je pense que c'est ni un top ni un flop. Je pense que tout le monde est parti du principe que WeForge doit faire top 1. C'est pour ça qu'on Je l'a pense mis à la que fin du top. c'est pas exagéré. Tout le monde s'attendait avec l'investissement qui a été mis en place, avec le processus de recrutement, avec le fait qu'ils ont validé, les joueurs français qu'ils ont validés, c'était des joueurs qui avaient parfaitement leur place en Div 2. Donc ça veut dire c'est des joueurs français, soit malheureusement ils n'ont pas eu la chance de valider des équipes Div 2, soit ils ont préféré le projet WeForge à des équipes Div 2. Donc C'est vrai.
pour moi, je me mets, encore une fois, je me mets avec du recul. Si WeForge, c'est pas qu'ils étaient censés faire top 1, c'est qu'ils devaient faire top 1 pour valider l'investissement, le travail et le potentiel des joueurs qui a été mis en avant. Et du coup, Poul, peut-être, ou à moins que Red, peut-être un petit mot à dire. Bah, nous, on connaît pas trop. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas Scout et j'ai pas votre connaissance de la scène. Donc, je sais, je regarde beaucoup la compétition, mais pas trop l'OTF en amont de cette structure. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai été impressionné, honnêtement. Je sais pas comment. Alors, j'imagine qu'ils sont des très bons joueurs, hein, mais je sais pas comment a été réalisé le travail. Mais je les ai trouvés d'une solidité incroyable. Tout était très très bien huilé et ils m'ont plus impressionné que certaines équipes de Div 2 parce que je regarde un peu la Div 2. Voilà, donc très fort, vraiment très fort, rien à dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure d'ailleurs que je pense que quand on arrivera à la fin des playoffs d'Open Tour et qu'on aura les montées-descentes, Ça peut faire mal. je pense que le top Open Tour va massacrer le Bad Div 2. C'est cool. Tu es prêt? Est-ce que tu mets un pari en place? En direct. Sur du BO5, je pense qu'il y a peu de chances que les équipes de Div 2, surtout vu celles qui vont descendre, puissent garder leur place. Disons que c'est surtout, tu as 2 comparatifs. Si on peut comparer ça avec plein d'autres sports. Si je dis par exemple le football avec les matchs de barrage, c'est on a plus de chances, ou même par rapport aussi au rugby, c'est on a plus de chances de voir les équipes en forme de la deuxième division, entre guillemets, qui sont vraiment sur une très très grosse dynamique, qui arrivent face à une équipe de première division, mais qui est vraiment dans le mal, et même qui est en bas du classement. Je trouve que les équipes de division 2 ont plus de chances, justement, comme tu disais, Neylan, de passer tout simplement et de remporter ces matchs, peut-être pas facilement pour certains, mais de remporter ces matchs et d'accéder à leur Div 2. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a la Grinta, Il y a la Grinta. c'est ça. Moi, je pense que c'est juste sur le phénomène que c'est aussi sur le phénomène d'image. Je pense qu'un joueur préfère être la star montante d'Open Tour que d'être l'échec de Division 2. Donc Ouais, non, mais la plupart des joueurs qui ont un doute sur leur niveau et qui savent qu'ils pourraient être en Div 2 mais qui ont peur, ou alors on leur a pas donné leur chance, ils se retrouvent dans des projets Top Open Tour. ah non, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Nalan, parce que c'est aussi parfois là-dessus qu'on a misé pour aller chercher des potentiels joueurs. En plus, forcément, ouais, j'ai envie de dire forcément, mais nous, après tout ce que vous avez dit, nous, c'est vraiment le projet, c'est clairement de monter en Division 2 à la fin de l'année. Et pour revenir par rapport à ce qui avait été dit, on va dire, au tout début de saison, avec potentiellement, vu qu'on a beaucoup d'internes, nous, le problème de cohésion, etc., en fait, c'est clairement ce qu'on a le plus peur, je pense, dès qu'on prend des inters. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve, nous, avec une équipe où ça fit bien, tout le monde s'entend hyper bien ensemble, tout le monde rigole après le scrim, on joue à d'autres jeux, etc. Et ça fait aussi partie, je pense, du truc que l'année dernière, en fait, on avait des joueurs où ça venait scrim, ça partait directement derrière. Il y avait pas vraiment de lien entre les joueurs, et du coup, cette année, on a réussi à créer cette petite émulsion entre différents joueurs qui ont clairement, comme disait Nélan, le niveau de Div 2, et nous, on va chercher le top 1 sur toutes les étapes. Au moins, c'est cool. Voilà. Non, mais après, Nélan a raison de le dire. Aujourd'hui, on a un roster de toute façon qui doit être, on va dire, amorcé derrière avec l'investissement qui est fait comme ça. Il faut pas, on le cache pas. Et tant mieux, si derrière il y a des équipes qui justement viennent nous challenger pour ce top 1, bah, c'est tant mieux pour l'OTF, j'ai envie de dire. C'est un peu une logique de plus les concurrents à WeForge seront plus les matchs seront intéressants et plus les concurrents à WeForge seront présents dans les étapes, plus belle sera la victoire. Exactement. C'est certain. Sauf s'ils perdent. Bon, du coup, après ce petit débrief sur l'étape 1, on sait qu'on a ce week-end l'étape 2. On voulait savoir un petit peu respectivement, chacun avec votre équipe, ce que vous attendez de cette étape 2 du coup. Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Bon,
J'ai spoil, Parler de merde. mana personnelle. Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave. Bah, vas-y, commence du coup. Bah nous, c'est clairement de refaire la même performance qu'on a faite sur la première étape, sans bien évidemment laisser une seule game à Nuxeria si jamais on doit retomber contre eux. Donc j'attends l'équipe de Nelan avec impatience. Et sinon, c'est d'essayer de finir les games un petit peu plus rapidement que ce qu'on a fait le premier week-end, quoi. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre, peut-être Nayland, justement? Bon, moi, je pense que toutes les équipes qui ont participé à l'Open Tour, elles vont toutes avoir un objectif qui va être réaliste. Toutes les équipes qui ne sont pas sorties des groupes, elles vont vouloir sortir des groupes. Les équipes qui ont fait top 8, elles vont vouloir faire top 4. Les équipes qui ont fait top 4, elles vont vouloir faire top 2. BCS Taran, qui a perdu en finale contre WeForge, a dû s'entraîner pour être capable de sortir WeForge. Enfin, c'est la logique de vouloir monter d'un cran. Donc, avec Nuxeria, c'est la même logique. Ils ont fait top 8 à cette étape. Maintenant, ils ont un coach pour les encadrer. L'objectif, c'est au minimum de faire top 4. Si on peut monter en finale, c'est tant mieux. C'est une logique d'évolution. Ouais, ouais. Ok, très bien. Et Sagittarius, peut-être un petit mot? Oui, bien sûr. Bah, de mon côté, j'ai juste hâte d'être ce week-end. De mon côté, je suis extrêmement fier de chacun de mes joueurs et de mon staff parce qu'on a fait un gros travail de préparation sur ce mois de février et début mars. Maintenant, tout est possible hein, sur cette compétition de ce week-end. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que aussi disait Nélan, c'est que maintenant, on est top 3. Et il faut concrétiser ce top 3 en disant qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous attendent à un certain niveau et il faut jouer le jeu. Je ne suis pas en train de dire que j'aborde la deuxième étape de façon pas en mode confiant ou quoi que ce soit, mais je suis lucide. Je connais les forces et les faiblesses de mon équipe et je pense qu'on peut faire de belles choses ce week-end. Merci. Et Red, peut-être? Nous, très humblement, je pense que quelque part, on a fait le plus dur. Enfin, on a fait quelque chose de dur et maintenant on va faire le plus dur. C'est-à-dire que valider ce top 1 de pool, enfin, d'avoir ce side 1, c'est incroyable. Et maintenant, il faut le garder, quoi. Et ça va être très dur parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Donc, on y va humblement. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est que le format fait que si on performe une fois très bien, n'importe quelle équipe performe une fois très bien, c'est presque win, quoi, quelque part. Donc il faut, c'est un format un peu qui est très très cruel. Et on s'est préparé, on a travaillé. Après, on va prendre les choses humblement. Je pense que beaucoup d'équipes rêvent de nous avoir en seed 1. Donc on est sûrement l'équipe la plus faible, en tout cas pour les gens. Et sûrement. Enfin, j'espère que je préfère être dans je préfère être dans ce fauteuil-là d'équipe que tout le monde pense très faible et à voir, quoi. Ça me rappelle un petit peu le parcours des newcomers parce que dans l'équipe avec laquelle j'avais évolué dans la saison 2020, malheureusement, on n'est pas sorti des groupes à l'étape 1. Étant donné que l'élo des joueurs n'était pas le plus haut à ce moment-là, on se retrouvait en moyenne seed 3 dans les groupes dans lesquels on jouait. C'est très difficile de remonter à partir du moment où vous validez pas le seed 1 dès la première étape. Oui, c'est valide. Après, moi, je pense que par rapport à ce week-end, je pense qu'il y a sur les 8 équipes qui sont seed 1, je pense qu'il y en a 2 qui passent pas. Je sais pas lesquelles, mais je pense qu'il y en a 2 qui passeront pas. Il y en a 2 qui valideront pas leur statut de seed 1. C'est là que c'est WeForge qui passe pas et c'est la grosse surprise de l'Open Tour. Wartox, je pense qu'à l'époque de 2020, Wartox était encore plus dominant que WeForge. Wartox, nous-mêmes, on les a surpris une fois. Ils se sont fait surprendre une fois par Sanctum. Ouais, Sanctum, sur la première étape. Voilà. Oui. Donc non, même les ultra favoris peuvent se faire surprendre sur le BO. Et j'ai envie de te dire même encore plus du coup, parce que là, clairement, le niveau est beaucoup plus serré que l'année dernière. Il n'y a pas autant d'équipes qui dominent cette année. On pourra préparer nos flops du coup. Ouais, on a déjà tout l'après-midi qui est marqué. Il va me porter l'œil, Nélan. C'est ça la difficulté des flops parce que c'est pour moi une équipe qui fait 4-1, même si elle est favorite, c'est pas un flop. C'est là la difficulté du format. Mais justement, du format et des équipes. Alors, la liste est tombée tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur les participants. Donc, un survolant vraiment vite fait, parce qu'on rappelle les poules, c'est vraiment dans les journées qui suivent, jusqu'à même vendredi soir, ça peut changer. Donc, c'est très compliqué de parler des poules en ce moment-là, surtout qu'elles ne sont même pas créées à cette heure-là. Mais on retrouve des petites équipes qui étaient on va dire, absentes pour les premières. On a les Nevos qui reviennent, on a Team Phoenix qui revient, on a des nouvelles aussi telles que quelques Fox Gaming aussi, où on connaît des Aimiro par exemple qui étaient chez les Toollanders. On a LDV Sport aussi qui revient pour cette étape numéro 2, on a les Origin aussi.
Et on a The Dice et Zen IT aussi de tête vraiment dans le visuel. Donc ça fait quand même énormément de structures. Ça fait une petite dizaine de structures du coup qui entrent dans cette étape numéro 2. Et un peu, j'aimerais avoir un peu votre point de vue justement sur la rotation des équipes qui est faite. Je sais qu'il y avait une sorte de règle que si on FF le tournoi pendant l'étape numéro 1, on n'est pas pris à l'étape 2. J'ai l'impression que ça a été respecté, notamment Riley Forever qui avait FF qui n'est pas là. Mais je suis pas sûr. Ils vont Peut-être pas Megan. respecter pour les académies. Ah. Très bien. Il y a des académies qui ont FF match 4 et 5 et elles sont présentes. Mm. Désolé Non, hein, mais- de Non, trancher mais comme je ça, sais pas, je mais- trouve que les Non, autres, mais ce qui, c'est bien, hein. ce qui est quand même dingue venant de la part d'académies et qui sont censés représenter quand même une équipe principale et une structure qui joue sur une Div 1 ou une Div 2. C'est Mm. dommage, je trouve. Bah, c'est le point que je soulevais au tout début de mon propos où je disais Mhm. on connaît pas l'attitude mentale des joueurs qui ont validé une place dans Mm. une académie, qui est donc un Mhm. roster à long terme. C'est quand même bien que tu me le dises parce que par exemple sur le tournament où il y a le lien, par exemple pour Riley Forever, on avait justement ce F de forfait. Par contre pour les autres, pour les académies, tu me dis qu'ils ont forfait. Je pense que c'est vrai bien sûr, mais il n'y a pas marqué le forfait. Alors Il y a est-ce que une ça veut dire équipe, je suis sûr et certain, elle n'a pas joué ni match 4 ni match oui 5. c'est Riley, ah ouais d'accord, ok. Bah, moi ça note le sujet. Alors de ce fait pareil pour les autres équipes, par exemple Team Phoenix qui revient, on les connaissait de l'année dernière notamment avec les Bourrinateurs et compagnie, notamment Nevos aussi qui a fait quand même pas mal parler leur absence à l'étape numéro 1 et aussi les Amazing aussi qui ont été pris, je vois leur nom en tout premier dans la liste des participants. Est-ce que vous pensez du coup qu'on va avoir encore plus de surprises peut-être pour cette étape avec cette rotation? Euh, Alors, je pense que la seconde étape sera clairement différente que la première, en dehors de cette histoire de rotation et tout ça, parce que c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui ont contre-perf, qui n'ont pas sorti des poules et tout ça, qui vont avoir une marge de travail, enfin un mois supplémentaire de Un mois, ouais. travail pour prouver sur cette seconde étape. Moi, je suis quasiment sûr qu'après la seconde étape, le classement général sera très certainement modifié en fait. Maintenant, pour cette histoire de rotation d'équipe, donc ce qui est bien, c'est les équipes que tu as citées, qui du coup se retrouvent dans la deuxième et qui n'étaient pas dans la première. Et c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est que les frustrés, du coup, ont travaillé 2 fois plus que les autres équipes pour se retrouver sur la deuxième équipe. Et ça, je trouve que ça a vraiment un grand charme. Maintenant, je pense pas que, par exemple, le fait qu'il y ait des rotations d'équipes, je pense pas que ça a un effet positif ou négatif sur notre circuit, parce que le circuit est ouvert, en fait. On participe si on a envie et si on remplit les conditions, forcément. Donc voilà, je pense que la seconde étape, elle sera clairement différente que la première. Moi, ce qui m'intéresse le plus personnellement, c'est l'après-seconde étape. Parce que je pense que l'après-seconde étape, on va avoir les équipes qui vont avoir suffisamment de points pour jouer les playoffs, et on va avoir les mix de joueurs ou les petits rosters qui vont disband et qui vont recréer des super teams avec les meilleurs Mhm. joueurs qui se sont démarqués de ces équipes-là. Et je pense que ce qui va être très intéressant, ça va être la troisième étape avec les équipes qui se sont placées comme étant des prétendantes aux playoffs et les super équipes qui vont regrouper les talents qui n'ont pas encore performé, qui vont monter des équipes qui vont aller chercher le top 1 pour réussir à accéder aux playoffs et voler des places. Alors que vous voyez à l'écran les différents participants pour cette étape numéro 2. Alors, est-ce que ça peut encore changer parce qu'on connaît Riot et on sait que des fois, sur une des inscriptions, il y a un disband de dernière minute ou autre, donc il faut faire avec les moyens du bord. Du coup, on retrouve les Athletic Academy par exemple, on voit les KDS aussi, Sport qui avait failli passer à l'étape précédente. On a les Chameaux Silencieux, du coup, une équipe que je ne connais pas du tout. Je pense que c'est un groupe peut-être de collègues, hein, parce qu'on rappelle, là, c'est du moment que vous êtes Diamant 4, Flex ou Solo Queue, vous pouvez postuler avec une équipe, bien sûr, du même Elo à l'Open Tour. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Après, bien sûr, on a beaucoup de structures, comme les invités qu'on a ici, et bien sûr, bien d'autres. Mais on a aussi des groupes de POCT, bien évidemment. C'est tout à fait possible. Il y a un Il y a changement des de nom. équipes où il faut faire attention, enfin comme le disait Naylen tout à l'heure, sur des BO1, tout ce qui va être Lunari, Solari Lunari, Legend. on a maintenant aussi On craint de gain là avec Gob qui arrive avec une Ouais. équipe, avec son équipe. C'est des équipes où il faut faire très très attention parce que il y en a qui ne sont pas passés qui n'ont pas passé les poules et donc ils peuvent être seed 2 avec certaines équipes, quoi. On envoyait beaucoup des streamers faire des strips. On se rappelle l'année dernière des Frères du Purgatoire à l'époque avec les Sardoches et compagnie. Bien entendu. Aussi. C'est vrai, Chenille Sport qui est arrivé, qui a remporté leur étape. La seule étape qu'ils ont fait, ils ont gagné d'ailleurs, avec les Robalas bien sûr et les siens. Mais je pense qu'on a fait déjà une très, très grosse partie et carrément on arrive maintenant malheureusement déjà à la fin de cette émission, Kitty.
En effet, en effet. Est-ce que vous avez un mot pour la fin à dire si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Lâchez-vous. Si on fait alors une dédicace pour Sagittarius, commence. Peut-être. Ah, j'ai trop hâte la bagarre ce week-end. J'ai juste trop hâte la bagarre. J'espère un nouveau match contre WeForge, comme on disait tout à l'heure. Et non, ouais, franchement, j'ai vraiment hâte que ça commence. Merci. Naïla. Dans le même état d'esprit, les autres? Un peu Dubitatif Mais là, pour il a le la confiance. surprise. surprise. Ok, le mot de la fin, surprise. Écoute, Red, peut-être? moi, j'espère que MS, on va refaire exactement le même match contre eux. C'est-à-dire 2-0. Voilà. Et j'attends de voir les équipes qui vont Et les nous groupes. affronter. Mhm. Nous affronter sur cette étape-là, et j'espère qu'ils se sont bien préparés. Surtout avec le seeding qui est vraiment C'est très... annoncé, c'est dit. Et Red, peut-être? Nous, on est les petits rookies, donc on est déjà C'est contents. le tour du tournoi. C'est ça, on est déjà content d'être là. Et ouais, entre stress, parce qu'il faut confirmer, et entre excitation de se battre, on veut se battre beaucoup, ouais, donc on aime bien se battre en général. Donc ouais, on a hâte. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. En tout cas, ça annonce de la bagarre, comme vous l'avez dit, pour ce week-end-ci. Nous, en tout cas, on sera présent samedi pour cast des games de l'Open Tour France et dimanche, évidemment, également. Donc, merci à tous. Merci à vous aussi sur le chat d'être restés avec nous toute la soirée. Merci Deuil de m'avoir accompagné également sur cette émission. Toujours avec grand plaisir, Kitty. Et en attendant, je pense que c'est le mot aussi que j'aurais dit comme Sagittarius. C'est la bagarre ce week-end qui s'annonce vraiment rocambolesque. Je vais y arriver à dire ce mot. En effet, oui, on a vraiment hâte d'être ce week-end. J'espère que vous, sur le chat, vous êtes hype aussi, que vous serez avec nous samedi et dimanche pour voir si WeForge va continuer à garder la place numéro 1 dans l'Open Tour France. Donc à samedi et merci à tous d'être restés avec nous.